Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous. Il est le grand voisin, plus grande économie et pays le plus peuplé de l'Afrique, avec une population estimée à 214 millions et donc un potentiel marché. Le Nigeria partage une longue frontière de plus de 1600 km avec le Cameroun, lui aussi géant dans sa sous-région. Les deux pays ont une histoire commune et des relations socio-culturelles proches. Ils ont même un destin presque commun. De la guerre civile de 1967 à nos jours, la complexité de la frontière, la dynamique socio-démographique du Nigeria, son économie croissante, son potentiel militaire et de nombreux problèmes internes ont eu des effets collatéraux sur la sécurité et la stabilité du Cameroun, faisant ainsi des contingences et des caractéristiques stratégiques nigérianes, un ensemble de défis spécifiques ou combinatoires pour la préservation de la paix, de la sécurité et de l'intégrité du Cameroun. L'élection récente de Ola Tinubu comme président du Nigeria pourrait-elle changer les choses? Comment envisager l'intégration entre les deux géants, Cameroun-Nigeria, entre passé et avenir? C'est la trame de cette nouvelle édition de Jeux et enjeux. On en parle. On en parle avec le docteur Ferdinand Paul Enoka, journaliste et historien, enseignant-chercheur à l'université de Maroua. Bonjour docteur Ferdinand Paul Enoka. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. La première question que j'aimerais vous poser, c'est votre regard sur, disons, la tumultueuse histoire de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Quel est le point qu'on peut faire de la situation en tant qu'historien? Bon, quand on dit tumultueuse histoire, je ne sais pas, de frontière entre le Cameroun et le Nigeria, je ne sais pas si ce serait l'expression exacte. Je croirais plutôt qu'il y a eu quelques moments de tension, dont la plus forte fut l'affaire Bakassi. Mais globalement, en termes de rapports transfrontaliers entre le Cameroun et le Nigeria, les choses semblent plutôt globalement bien se passer. Maintenant, il y a eu qu'à partir de 1993, les Nigérians ont occupé une partie du territoire camerounais. Ça, ce n'était pas une nouveauté, mais avec implantation du drapeau qui voulait déjà dire que, et puis le développement d'une administration, c'est-à-dire un peu comme si le territoire était le leur. Je crois que c'est ce qui a fait en sorte que on en arrive à ce qui est trivialement connu sur le nom de affaire Bakassi. Donc vous savez, entre le Cameroun et le Nigeria, c'est à peu près 1200 km de frontières communes. Donc immédiatement, c'est une histoire également commune que nous avons, parce que s'il y a frontières, il y a des peuples de part et d'autre, parce qu'il faudrait savoir que les frontières qui séparent le Cameroun et le Nigeria ne sont pas des frontières établies par les Camerounais et les Nigérians eux-mêmes. C'est-à-dire, ce sont des frontières issues du fait colonial. Donc, du coup, qui ont parfois cisaillé, scindé des peuples qui autrefois vivaient dans un ensemble commun. Tenez par exemple, il y a les Lamidas au Cameroun. Avant 1900, tous ces Lamidas avaient pour capitale Sokoto. Je veux dire, c'est Sokoto qui commandait ces Lamidas. Et puis il y avait l'émir de Yola, si vous voulez, qui était un peu, si vous voulez, la référence ou le référent lorsqu'il y avait des affaires à traiter. Et ces affaires de Yola, par exemple, remontent à très loin. C'est-à-dire que quand vous allez au royaume Bamoum, en 1889, par exemple, certaines affaires, comme par exemple le maintien ou non de Njoya au trône, à travers le soutien de l'Amida de Bagno, la décision se prit à Yola. J'espère que vous imaginez un peu la distance. C'est Yola qui donna le feu vert à Bagno d'apporter son soutien à Njoya chez les Bamoum. Donc vous voyez que quand on parle de frontières, on peut avoir à un moment donné un sentiment d'abus, tant les peuples qui vivent de part et d'autre sont parfois
culturellement, linguistiquement, religieusement les mêmes. Justement, le Cameroun partage une très longue frontière avec le Nigeria, une frontière parfois poreuse. Quelle incidence justement cela a-t-il sur sa propre sécurité? Oui, bon, dès que nous sommes rentrés dans ces changements, ces évolutions, n'est-ce pas, des cultures, des institutions, des politiques publiques, des politiques de défense et consorts, il arrive donc que si les frontières sont poreuses, ça crée un certain nombre de problèmes parce que celui qui quitte d'un point pour un autre se doit au minimum de s'arrimer ou de connaître la législation de l'espace dans lequel il va arriver. Vous voyez donc que les États ont mis des points, des marches frontières précises pour filtrer les entrées et les sorties. Mais dès lors que la frontière devient poreuse, vous voyez qu'on a un flux légal qui va d'un pays à un autre, et puis on a un grand flux illégal que vous allez appeler de clandestin, qui est capable de rentrer d'un pays à un autre et créer les désordres que ça peut donner. Maintenant, si on prend votre question sur l'angle purement sécuritaire, vous allez bien comprendre que dès que les frontières sont poreuses, de part et d'autre, les fauteurs de troubles peuvent entrer et créer une insécurité à grande échelle, comme on l'a souvent observé bien avant Boko Haram. Bien avant Boko Haram, parce que les coupeurs de route, c'est antérieur, ils sont antérieurs à Boko Haram. Donc, il y avait déjà une forme d'habitude de l'insécurité dans la région, du moins transfrontalière Cameroun-Nigeria, animée par ce que le professeur Saïbou aime appeler les entrepreneurs du crime. Vous voyez un peu. Donc, du coup, dès que les frontières sont poreuses, on peut avoir ces entrepreneurs d'un autre genre, des gens qui ont décidé d'exporter le désordre, la violence, etc., qui peuvent finir par créer des soucis dans l'un comme dans l'autre, quand on vient dans l'un comme dans l'autre pays. Justement, le Nigeria est quand même secoué en interne par quelques crises sécuritaires. Pour vous, historiens, vous avez rappelé d'ailleurs quelques incidences soulevées par cela. Quel aujourd'hui peut être le défi pour la sécurité du Cameroun relative? Bon, vous savez, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons n'est plus le monde d'hier. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, la mondialisation fait en sorte qu'il n'est plus possible de vivre refermé sur soi-même. Donc, les pays sont obligés de s'ouvrir en tenant compte ou alors en faisant avec ces aléas que vous évoquez. Et pour répondre à cette préoccupation, je reprendrai une expression du président camerounais à Paris, lorsque Boko Haram s'est déclenché, je crois que c'était en 2014, en mai 2014, oui. Il disait, je crois que c'était précisément le 16 ou le 17 mai, il disait à menace globale, riposte globale. Ça veut dire que malgré la porosité des frontières, tout ce que vous avez évoqué, si on parvient à mutualiser les forces, mutualiser les stratégies, mutualiser les approches, etc., on est capable de réduire sur le plan sécuritaire à sa plus simple expression l'insécurité. C'est vrai, hein, ça c'est dans la dimension hard du combat. Mais vous savez que pour résoudre les problèmes d'insécurité, il y a la vision soft. La vision soft qui implique ou qui suppose le développement ou le co-développement des zones transfrontalières de telle sorte que l'Eldorado ne soit pas simplement vu d'un côté, parce que si l'Eldorado est vu d'un côté, c'est la théorie de l'abondance qui peut aussi être la théorie de l'abondance et de l'absence. C'est-à-dire que quand il y a abondamment de ressources quelque part, ceux qui se retrouvent dans un point A, par exemple, où il n'y en a pas, ont tendance à venir dans le point B où il y en a, puisqu'il y a cet instinct de conservation et vice-versa. Donc vous voyez très bien qu'en prenant dans sa version soft les questions de co-développement et une éducation des peuples transfrontaliers à une certaine éthique de vie, qui ferait en sorte qu'ils soient plutôt des anneaux, des ponts entre les divers pays et que leurs intérêts de part et d'autre
soit de telle sorte qu'eux-mêmes deviennent les premières défenses, c'est-à-dire les populations qui vivent de part et d'autre, les premières défenses, les premiers adversaires de l'insécurité. Je crois que par là, on pourra y arriver. Le Nigeria a aussi une très forte démographie. Pour vous, est-ce que ça aura un probable impact sur la sécurité du Cameroun, par exemple? Bon, cela dépend. Si on veut regarder les choses dans un sens pessimiste, oui, on dira la trop forte démographie du Nigeria sera un problème pour le Cameroun. Parce que forcément, plus la démographie est importante, plus il se pose une question d'espace vital. D'ailleurs, quand vous voyez les Nigérians qui occupent Bakassi et Texera, on avait parlé des îles de Darak, ainsi de suite, c'est la preuve que de l'autre côté, ça étouffe. Ça étouffe et il faut bien trouver un moyen pour pouvoir caser cette population. D'ailleurs, n'oubliez pas que chaque fois que dans l'histoire, les pays se sont retrouvés avec une population excessivement croissante, excessivement importante, alors le réflexe a souvent été de chercher ce que quelqu'un qui est passé dans le mauvais sens de l'histoire, Adolf Hitler, oui, parlait ou appelait espace vital, dont les peuples finissent par chercher cela. Donc quand on prend ce point de vue, on va dire effectivement que oui, ça peut être une menace. Mais on peut renverser le verre et essayer de voir la trop forte population du Nigeria comme une opportunité. Une opportunité parce que dans l'économie moderne, la population est un marché. La population est un marché parce que les 200 ou 220 millions de Nigérians qui existent là-bas sont des consommateurs. Donc, avec un peu plus de doigté, on peut transformer ce qui peut s'apparenter à un problème au départ en une solution ou alors en une source d'opportunité. Ces Nigérians qui sont si nombreux, qu'aiment-ils? Que consomment-ils? Que pouvons-nous leur proposer? Voilà, il me semble, une grande clé qu'on est capable d'utiliser pour ouvrir et tenter de solutionner les problèmes du sous-emploi et du sous-développement que nous avons ici. J'ai l'habitude de dire, même au stade primaire, ce que nous pouvons produire ici peut intéresser le Nigeria, même sans transformation. Le manioc, le tap, tout ce que vous imaginez, le maïs, etc., parce qu'ils en ont besoin. Alors, lorsqu'il faut aller concurrencer les marchés européens, c'est beaucoup plus compliqué avec leurs exigences là-bas. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'adapter aux plus compétitifs. Mais déjà, il y a une réalité qu'on a un marché qui peut nous aider à avoir une forme de bouffée d'oxygène, une forme de bouée de sauvetage pour pouvoir accumuler quelques, je sais pas, on ne va pas parler de devises par rapport au Naira, mais on va dire quelques ressources supplémentaires pour pouvoir attaquer les marchés les plus gros. Vous savez, le problème que nous avons en Afrique, c'est que les standards que les Occidentaux ont mis sont, il faut le reconnaître, encore pour nous, peut-être sur un plan technologique assez élevé au point où, dites-moi comment est-ce qu'un jeune Camerounais ferait pour commercialiser des clés USB en Europe ou en Amérique. Vous voyez, parce qu'on va dire la qualité n'est pas encore probablement ce qu'il faut, parce que nous n'avons pas les outils, pas les intelligences. Nous n'avons pas les outils pour pouvoir mettre ce genre de produit sur pied. Or, la débrouille, entre guillemets, que nous faisons ici, là, elle peut encore facilement s'accepter par les pays africains. Et à partir de là, on va continuer à s'améliorer. Je rappelle que le premier transistor fabriqué par Sony pesait 110 kilos. Aujourd'hui, Sony est spécialiste de tout ce qui est miniature. Donc, il a fallu que les Japonais consomment d'abord cela, au fur et à mesure, se perfectionner, ainsi de suite, au point d'arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Justement, on va revenir au volet purement économique, mais déjà, si vous le voulez, et vous le savez si bien, le Nigeria a un nouveau chef d'État. Qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui dans la relation entre ce pays et le nôtre, c'est-à-dire le Cameroun? Bon, ce serait prétentieux de ma part de croire que je pourrais savoir si le président Tinubu va changer quelque chose dans les relations
Cameroun-Nigeria. Il faudrait simplement noter quand même que depuis l'affaire Bakassi, c'est-à-dire après les accords de Green Tree, je crois qu'il y a une forme d'accalmie, une forme de normalisation dans les rapports Cameroun-Nigeria. J'ai noté que chaque chef d'État, même après Bakassi, qui a pris le pouvoir, est venu à Yaoundé. Vous voyez, et ils ont rendu la politesse en invitant notre chef d'État au Nigeria. Je crois qu'il n'y a pas de raison que cette relation n'aille pas dans la continuité, peut-être en essayant à chaque fois de tenter de résoudre les répliques qui peuvent survenir, peut-être de la gestion des éléments comme Bakassi, parce qu'on a appris récemment qu'il y a une certaine frange du Nigeria qui revendique l'occupation de Bakassi. S'agissant justement du dossier Bakassi, après les velléités de remise en cause de l'arrêt de la Cour internationale de justice sous Buhari, est-ce que ce sera la continuité ou on peut redouter un changement de cap? Bon, vous voyez, là, vous savez, on dit que les États n'ont pas des amis, hein. Les États n'ont que des intérêts. Sur ce point, je dis encore, en termes d'espace, il faut toujours l'occuper. Et Bakassi a ceci que c'est une zone, nous dit-on, extrêmement riche, poissonneuse, etc. D'ailleurs, les populations nigérianes qui sont là-bas, on nous informe qu'elles sont des populations de pêcheurs, dont il y a beaucoup de poissons sans doute là-bas, ainsi de suite. Et je crois qu'il faudrait que nos pouvoirs publics soient, j'ai envie de dire, plus offensifs, plus sérieux dans l'occupation des espaces comme cela par des populations camerounaises. Il va sans dire que s'il n'y a pas un minimum de viabilisation dans ces espaces côté camerounais, les populations auront du mal à vouloir aller s'y implanter. Vous me direz que mais pourquoi les Nigérians, eux, ils n'ont pas du mal à aller s'implanter à Bakassi, tandis que nous, on aurait du mal à aller s'y implanter. La réponse est dans cette question. La pression démographique du Nigeria est telle que les gens ils vont pas parce qu'ils veulent, ils n'ont pas de choix. Est-ce qu'il y a une ressource là-bas, ils vont l'exploiter. Or, le Cameroun de ce côté, parfois certains se comportent un peu comme si nous avons, parce que nous avons plus de choix, plus d'opportunités, on se dit que bon, Bakassi à la limite ce serait pour les militaires, ainsi de suite, parce qu'il y a certes une présence militaire là-bas, mais les militaires ne sont pas là pour cultiver les champs, pour faire un certain nombre de choses que la population ordinaire devrait faire. Ça veut dire que dès cet instant, la chose doit être prise dans sa dimension politique, en prenant toute la mesure de ce que ça veut dire. Ça veut dire que si les autorités camerounaises ne sentent pas le besoin de créer, entre guillemets, ce qu'on appelait des colonies de force carrément, c'est-à-dire de faire un repeuplement de Bakassi, alors il n'est pas exclu que dans les années qui viennent, on se retrouve dans une forme de bis repetita qu'on a déjà vu, parce qu'on ne parle pas souvent, on salue beaucoup la signature des accords de Green Tree, on a résolu pacifiquement un conflit, mais on fait souvent un silence sur les soldats camerounais qui sont morts pour Bakassi. Justement, le Nigeria est aussi un partenaire stratégique du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Est-ce que selon vous, on peut s'attendre à un renforcement de ce partenariat-là? Je crois que les États auront intérêt à le faire. Je veux dire que Boko Haram ou l'insécurité globalement ne servent ni au Nigeria ni au Cameroun. Donc les deux chefs d'État n'ont pas d'autre choix, à mon sens, que de collaborer en vue de l'amélioration de cette situation. Rappelez-vous que quand Boko Haram a commencé, il y a eu ce problème diplomatique ou alors politique à résoudre lorsque l'armée camerounaise poursuivait les Boko Haram. On n'avait pas le droit de poursuite, on ne pouvait pas entrer dans le territoire nigérian, mais au fur et à mesure de l'évolution du conflit, ne serait-ce que tacitement, certaines de ces questions ont été levées, puisque l'armée camerounaise a pu, lorsque c'était nécessaire, combattre dans des positions hors du Cameroun. Donc, il est possible que les choses évoluent. D'ailleurs, je crois que les conseillers des présidents
c'est-à-dire de part et d'autre, avec, vous savez, toute la bande soudano-sahélienne de l'Afrique est en train de bouger. Vous voyez le Mali, vous voyez le Burkina Faso, la Mauritanie a ses problèmes, le Niger. On ne peut pas se permettre d'ouvrir quelque chose encore vers le Nigeria avec une RCA qui n'est pas tout à fait stable. Bon, après la mort du maréchal Idriss Déby, le Tchad essaye encore de se remettre sur ses pieds. Vous voyez, on ne peut pas se permettre d'avoir une insécurité aux portes du Nigeria. C'est pareil pour le Cameroun, c'est pareil pour le Nigeria. On ne peut pas se permettre de laisser prospérer cette affaire. Le Nigeria, lui, il est une puissance militaire. Quel peut être le défi à ce niveau-là pour la politique de défense du Cameroun? Bon, le Nigeria jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas présenté, malgré qu'on le présente, ce pays comme une puissance militaire. Le Nigeria ne s'est pas officiellement présenté comme étant une menace pour l'État du Cameroun jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que le Cameroun puisse craindre que l'armée nigériane fasse des opérations sur son territoire. Je ne pense pas d'ailleurs que ce serait à l'avantage du Nigeria lui-même ou encore moins à l'avantage du Cameroun. Je me dis plutôt que cette grande force qu'il y a au Nigeria, combinée à celle qu'il y a au Cameroun, pourrait réussir à stabiliser beaucoup de choses dans le golfe de Guinée et puis le bassin du lac Tchad. Décidément, on en vient aux défis économiques transfrontaliers entre les deux pays, justement. Est-ce que, selon vous, la politique économique du Nigeria est-elle favorable à une, disons, probable prospérité économique de notre pays? Je ne sais pas. Est-ce que le Nigeria a-t-il jamais affiché sa politique économique comme les Américains ou bien les Anglais ou les Français le font? Vous savez, en Afrique, parfois, on marche avec beaucoup de nébuleuses. Je dis plutôt que c'est au Cameroun de voir comment trouver une place dans le formidable marché, dans le formidable atout économique qu'est le Nigeria. Donc concrètement, pour vous, le Nigeria est une opportunité pour le Cameroun? Je suis même surpris d'ailleurs que dans toutes les universités camerounaises, il n'y ait pas une seule chaire d'études nigériane. Vous savez, quand on a un pays comme le Nigeria, il faut profondément le connaître. Connaître sa sociologie, son anthropologie, sa dimension religieuse, sa culture, tout ce que le Nigeria peut avoir. C'est ça qui permet à nos jeunes d'avoir de l'imagination pour entrer dans ce marché. Vous regardez, si vous demandez parfois aux plus capés d'entre nous, à l'exception des commerçants qui font la ligne là, mais finalement, qu'est-ce qu'on aime consommer à l'ouest du Nigeria? Je crois que ça risque d'être une question colle parce que on ne s'y intéresse pas beaucoup. Nous avons les yeux à Paris, à Londres, à Bruxelles, parfois à Moscou et à Beijing, mais on oublie qu'on a un voisin qui est à côté, dont on gagnerait beaucoup à savoir de lui. D'ailleurs, remarquez bien quand je parle de chaire d'études nigérianes, c'est que j'ai bien constaté que chaque fois que dans le monde, un pays, une puissance, avait le sentiment qu'il y avait quelque chose à tirer d'un autre pays, alors on créait toute une chaire. Aux États-Unis, vous avez carrément des chaires, pas une seule chaire, des chaires d'études chinoises. Tout comme vous avez en Chine, des chaires d'études américaines. Parce que c'est à la fois un marché, les États-Unis, ça peut être un partenaire, ça peut aussi être un adversaire. C'est Nelson Mandela qui disait « ça ne sert à rien de vouloir aller combattre avec quelqu'un si vous ne connaissez pas ce que ces capitaines pensent ». Donc nous, on a besoin d'entrer dans la tête des Nigériens. On a besoin de savoir que avant qu'ils ne pensent qu'ils ont besoin du manioc transformé en tapioca en telle quantité, que nous ayons déjà ce manioc et tapioca transformé pour le leur offrir afin qu'ils puissent acheter. Ça donnera de l'argent et des ressources à nos grands-mères qui sont dans les villages en train de rudement travailler pour un certain nombre d'éléments. Vous voyez par exemple, quand on aura fait une étude pour voir ce que le Nigeria consomme ou alors peut vouloir consommer en termes ne serait-ce que de manioc au Cameroun et qu'on voit ce que ça peut nous rapporter, eh bien, je crois que ceux qui font les routes
comprendront peut-être l'urgence de raccorder les bassins de production, hein, vers, je veux dire, pour qu'on puisse avoir la possibilité de sortir la production des champs pour pouvoir la transformer ou alors les transformer et les exporter. Pour moi, le Nigeria, loin d'être une menace, c'est une opportunité. C'est à nous de savoir utiliser cette opportunité. Regardez les Européens, les Américains, ils critiquent la Chine chaque jour. Mais en même temps, ils ne s'imaginent pas avoir une économie en dehors de la Chine, parce que la Chine, c'est d'abord un marché pour eux, au-delà des idéologies et consorts. Donc du coup, quand vous avez un marché comme celui-là, mais c'est du pain béni pour les hommes d'affaires, pour l'industrie, et ainsi de suite. Mais imaginez-vous un peu que le Nigeria décide d'acheter massivement du coton au Cameroun. Ou bien peut-être, disons, peut-être du maïs. Ben, imaginez un peu, le maïs, c'est une plante à cycle court. Donc on peut récolter le maïs, disons, peut-être 3 fois par an. Ça dépend des travaux que les gens y font dessus. Donc vous imaginez comment est-ce qu'on est capable de mettre sur pied un certain nombre d'éléments pour pouvoir j'ai envie de dire, capter tout ce que le Nigeria nous offre comme opportunité au lieu de regarder simplement comme le Nigeria comme un problème. Les stratèges peuvent voir la dimension problème, mais on peut également voir le Nigeria beaucoup plus comme une opportunité pour le Cameroun. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que si le Cameroun était arrimé au Nigeria ensemble dans un partenariat économique, je crois que toutes les lourdeurs que nous avons ici à la CEMAC, on aurait évolué depuis. Donc, décidément, est-ce qu'il faudrait envisager une intégration avec, du moins, disons, un marché commun avec le Nigeria, en contexte de ZLECAf, par exemple? Bon, pour moi, ce serait évident, parce que en faisant ce raccord-là, vous voyez, on a une plus grande passerelle vers les marchés d'Afrique occidentale. Oui. C'est-à-dire Nigeria, Ghana, Bénin, etc. et tout cela, c'est-à-dire faire vraiment des grands pôles économiques. Si, parce que c'est plus dynamique là-bas, on ne peut pas se tromper. Quand vous regardez l'Afrique centrale, on voit très bien que ça dort, c'est moins dynamique. Économiquement, on dit le Cameroun, c'est un géant d'Afrique centrale, c'est le géant de l'Afrique centrale, j'ai envie de dire de la CEMAC, mais si on prend par exemple la production du Cameroun, quel que soit le domaine, et on la compare par exemple au Nigeria, on va se rendre compte que du géant de la CEMAC, on devient un nain de l'autre côté. Alors il faut faire la compétition avec ceux qui sont plus forts. Justement. Si on veut être plus fort. Merci, Dr Ferdinand Paul Enoka. Je rappelle que vous êtes journaliste et historien, enseignant-chercheur à l'université de Maroua. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.